Bonsoir. Comment la France traite ses soldats après, quand ils reviennent du front? Comment elle prend en charge leur stress, leur traumatisme, leur déprime? Puisque de plus en plus, les troupes françaises sont engagées dans de véritables guerres. La guerre et après, c'est donc le thème de ce 214e numéro de Complément d'enquête, avec une parole donnée pour la première fois à des agents très spéciaux, des membres de la DGSE, dont même les enfants ignorent ce qu'ils font. Il n'y a pas tout le monde qui a son papa qui est agent secret. Et puis ça, pour moi, ça a résolu énormément de questions que j'avais. Pourquoi il n'était pas là, pourquoi il a été absent. Donc comme je disais, bien que j'ai pas les notions du temps, je sais très bien je sais quand même qu'il n'a pas été là. Parce que le premier repère, c'était pas papa, c'était maman. Alors on verra tout à l'heure ce qu'il en coûte de vivre dans ce secret pendant des années et d'aller parfois risquer sa vie sans même pouvoir le dire. On verra aussi comment l'armée française traite aujourd'hui ce fameux syndrome du stress post-traumatique. Et puis on sera aux États-Unis puisque là-bas d'anciens GIs du Vietnam sont encore en proie à leurs fantômes. Pour parler de tout cela, eh bien c'est l'hôpital Percy, l'hôpital militaire à Clamart qui nous a ouvert ses portes puisque vous le savez, c'est par ici que transitent la plupart des soldats au retour de missions difficiles. Nous recevrons Sylvain Favière, c'est un ancien infirmier militaire qui nous parlera de son passage et de sa guerre en Afghanistan. Le professeur Patrick Clairvoy, c'est sans doute l'un des meilleurs spécialistes aujourd'hui de ce syndrome du stress post-traumatique. Et puis Jean Guinel, c'est un journaliste, il connaît parfaitement toutes les arcanes des services secrets français. Commençons par ce reportage de Samuel Humès, de Nathalie Sapena et de Sophie Lafargue. Est-ce que la France et la patrie est aussi reconnaissante? Allez, dis bonjour à papa, regarde, c'est papa. Coucou. C'est un rituel qu'Aurélie ne manquerait pour rien au monde. J'espère que tu vas pas marcher quand même quand je... Oh, mollo. Chaque jour, à la même heure, cette jeune maman discute en direct avec son mari, à 7000 km de distance. Depuis 4 mois, le caporal Hugo da Silva est en mission en Afghanistan. Il n'a vu grandir son fils qu'à travers cette petite lucarne. Quand je suis parti, il avait 7 mois et c'était un tout petit bébé. Et là, je le vois qui commence à parler. C'est difficile, certes c'est difficile. C'est pour ça que le soutien, on a vraiment besoin du soutien de nos familles et de nos femmes. Et puis, on a envie de rentrer pour eux. Donc, quoi qu'il arrive, on va tout faire pour. Je t'aime fort. Au revoir à tout le monde. À l'heure du retrait des troupes françaises, Hugo est affecté à la surveillance du quartier général à Kaboul. Une mission moins risquée que sa première campagne afghane, 2 ans plus tôt. Mais Aurélie est tout de même inquiète. Ça reste l'Afghanistan, il y a quand même du danger là-bas. Donc oui, non, c'est pas rassurant. Tous les jours, on se dit, est-ce qu'il va m'appeler? Et s'il m'appelle pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Donc c'est vrai que voilà, moi je dors pas très bien en ce moment, c'est vrai. Mais voilà, j'essaye de rester forte pour ce petit bout là. On va faire un dodo? Derrière ses sourires un peu figés, Aurélie a du mal à cacher son angoisse. Comme les familles des 1500 soldats encore sur place, elle sait que son mari s'est engagé sur l'un des terrains de guerre les plus meurtriers au monde. Un conflit qui dure déjà depuis 12 ans et qui a fait 88 morts et 700 blessés dans l'armée française. Des blessures physiques et psychiques. Quelles séquelles ce cauchemar afghan laisse-t-il dans les têtes des soldats et de leurs proches? À l'heure du bilan, pour ceux qui ont perdu un père, un fils, un compagnon, le sacrifice en valait-il la peine? La plage d'Arcachon, sur la côte d'Argent. Allez, on y va. Tiens, remets ta veste. Tiens. Delphine Miloche est désormais seule pour veiller sur Camille et Émeric. Mais ça va. Voilà. Son mari Thibault est mort en Afghanistan, en octobre 2010, victime d'un tir de roquette. Infirmier de classe supérieure, il avait 39 ans. C'est le 50e soldat français tué depuis le début du conflit. Allez, ça va mon garçon?
Alors, qu'est-ce que tu fais? Dans les chambres des enfants, le portrait de Thibaut orne chaque mur. Encore ce jeu. Emeric, 10 ans, vit dans le culte de son père. Il garde fièrement ses trophées de guerre. Là, il y a la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton papa a eu cette médaille? Ben, j'ai toujours été fier de lui, mais il a eu 10 médailles. Ça va être lui un plus grand héros. C'est un héros, ton papa? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour la France. Delphine n'oubliera jamais ce 15 octobre, quand un haut gradé du régiment de son mari l'a appelé en pleine nuit pour lui annoncer la nouvelle. Quand j'ai décroché, il m'a dit Delphine, descends, on est derrière la porte en bas. Donc là, évidemment, moi j'ai compris quoi. Donc on est descendu, enfin c'est horrible, là, il n'y a même pas eu besoin de mots, quoi, voilà, j'avais compris. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? La veille, la veille de l'accident. Heureusement, il a téléphoné. Et ça arrivait parfois qu'on se chicanait au téléphone, mais heureusement, voilà, la veille, c'était... Voilà, on s'est dit qu'on s'aimait une dernière fois. Avant la disparition de Thibaut, la famille Miloche vivait dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac. Bonjour, Paul. Bonjour, Delphine. Ouais, toujours aussi ponctuel. Ils partageaient cette maison de 3 étages avec les beaux-parents de Delphine. La jeune femme nous emmène au grenier. C'est là, entre 2 missions, à l'écart, que son mari venait se réfugier. C'était le petit coin de Thibaut. Le soir, il montait fumer ses cigarettes. Il s'est installé un petit coin et puis il téléphonait à son meilleur ami, Charles. Depuis sa mort, rien n'a bougé. Toute la série d'équipes, là. Ses tenues militaires sont conservées comme des reliques. Un étage plus bas, dans son ancienne chambre, Delphine tient à nous montrer son plus précieux souvenir. Cette photo prise en Afghanistan, le lendemain du décès de son mari. C'est tout le cortège qui s'est formé spontanément. À la sortie du poste, tous les militaires se sont mis à suivre le cortège avec le cercueil voilà, jusqu'à l'hélicoptère. Servir la patrie, presque une tradition familiale chez les Miloche. Ça date de 65. Un grand-père sous-officier dans l'armée de terre, un père élève à Saint-Cyr, envoyé en Algérie pour poser des mines. J'avais 21 ans. Dans leur sillage, Thibaut enchaîne les missions comme infirmier militaire. Liban, Afghanistan. Sa vocation, défendre les valeurs de son pays. Un engagement total, jusqu'au sacrifice. Paul en éprouve une immense fierté pour son fils. Il avait un idéal, il l'a mené jusqu'au bout. Il y en a combien qui le font à l'heure actuelle? Vous comprenez? Mais bien sûr, j'aurais préféré que ça n'aille pas jusqu'au bout. Mais puisque c'était son destin, bon. S'il avait choisi d'être, je sais pas moi, secrétaire dans une sous-préfecture, bon, il aurait eu moins de risques. Hein, bon. C'était pas son... Il fallait qu'il se donne, hein, voilà, qu'il se donne. Il s'est donné jusqu'au bout. Il est mort. Et on peut en être fier. Maintenant, dire, est-ce que ça a servi? Alors, dites-moi à quoi servent les guerres. C'est le défaut du genre humain. Voilà. Si les Miloche ont accepté la mort de Thibaut, d'autres familles brisées par le deuil crient à l'injustice. En août 2008, nous avions filmé Joël Lepin aux obsèques de son fils Julien, tué dans l'embuscade d'Uzbin, avec 9 autres Français. Dans la lumière, la justice. Un père bouleversé et en colère. J'étais fier qu'il rentre dans l'armée. On est toujours fiers. Mais il n'y a qu'une chose, il ne faut pas que ça continue comme ça. Il ne faut pas envoyer des jeunes se faire tuer comme ça. Pas de cette manière-là, pas comme ça. 4 ans plus tard, la colère est toujours aussi vive. Joël Lepin dénonce les conditions dans lesquelles son fils et ses camarades se sont engagés dans ce col d'Uzbin. Avec 6 autres familles, il a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
Mourir parce qu'on se retrouve confronté à des talibans, c'est le risque. C'est le risque de tous les militaires. Mourir parce que vos chefs vous disent d'aller quelque part sans avoir pris les mesures nécessaires en termes de reconnaissance. Là, par contre, c'est de l'assassinat pur et dur. Donc nous, on a envoyé nos enfants se faire assassiner. Aujourd'hui, à l'heure du retrait d'Afghanistan, Joël n'a qu'une obsession, que la France aille jusqu'au bout du combat et qu'elle l'emporte sur les djihadistes. Enfin, bien sûr, pour être poli, je ne souhaite qu'une chose, c'est leur éradication, dans leur totalité. Mais ça ne s'est pas fait en Afghanistan, ça ne sera certainement pas au Mali. La guerre continue. Hôpital Percy à Clamart. C'est un second parcours du combattant qui attend ici les rescapés. Affronter la douleur des blessures de guerre, apprendre, parfois, à faire le deuil d'une jambe ou d'un bras. Ah, mon colonel, comment ça va ce matin? Ça va, impeccable. Ouais. Alors, la remise en charge? Impeccable, pied gauche. Le colonel Laurent Catelin, 53 ans, a échappé de justesse à l'amputation en Afghanistan. Son véhicule blindé a sauté sur une mine. Ce sont ses pieds qui ont subi de plein fouet l'onde de choc. Au moment d'explosion, j'étais sûr d'avoir perdu mes pieds. Tellement ça faisait mal et que ça brûlait, j'étais sûr de les avoir perdus. Et je me suis rendu compte que je ne les avais pas perdus au bout d'une grosse demi-heure, quand l'auxiliaire sanitaire a réussi à me rejoindre. Il a dit qu'il coupait le bas du treillis, il coupait les chaussures. Je me suis dit, s'il coupe les chaussures, forcément j'ai le pied. Toute la vibration, elle arrive au niveau de ses pieds. Et donc on se retrouve avec des pieds qui ont un aspect extérieur normal, alors qu'à l'intérieur, finalement, je ne vais pas dire que c'est la bouillie, mais il y a des dégâts osseux considérables. Des dégâts osseux et tissulaires aussi. Laurent Catelin commandait 180 hommes en Afghanistan. 6 opérations et 2 ans de rééducation plus tard, il repense à cette attaque, violente, imprévisible, par des talibans qui se fondent dans la population et que les militaires ne voient jamais. C'est pas X chars face à nous qui vont débouler à tel endroit, à telle heure. C'est voilà, dans cette zone, il y a 200 ou 300 combattants et qui sont très bien armés, mais dont on voit jamais les fusils parce qu'ils sont planqués. Ils les sortent au dernier moment. Quand ils traversent avec un fusil, ils tiennent à la main un gamin, donc on ne peut pas intervenir. Ah, donc, eux, ils sont insaisissables dans le fait que c'est pas une armée. Face à cet ennemi, le stress est permanent. Un traumatisme qui ressurgit parfois des mois plus tard, loin du terrain. Près de Grenoble, le 7e bataillon de chasseurs alpins. L'une des troupes d'élite de l'armée française. Au milieu des soldats ce jour-là, un jeune civil un peu perdu. Il y a encore quelques mois, Abel, 24 ans, portait le même uniforme. En arrêt maladie, il est atteint d'une blessure invisible, ramenée d'Afghanistan. Le stress post-traumatique du combattant. Un mal psychique, reconnu par l'armée depuis la guerre du Golfe. On va s'asseoir. Voilà. Voici l'adjudant Dionnet. Bon, parfait. Je suis content de te revoir ici. Moi aussi. C'est une bonne chose, avec le sourire en plus, donc c'est parfait. Son tuteur qui l'aide dans sa reconversion éveille un peu sur lui. Les troubles d'Abel ont débuté quelques mois après son retour d'Afghanistan. Insomnie, angoisse, jusqu'à ce qu'il craque. Un jour, brusquement, il frappe son supérieur. D'être dans l'inactivité du jour au lendemain, on a ce désir, ce manque d'adrénaline. Et on est prêt à tout pour avoir ça peut être une crise d'énervement, une crise pour s'énerver. Ça peut être même de prendre un risque en voiture, en moto. Abel quitte le bataillon, se résout enfin à voir un psychiatre. Mais ces crises lui font perdre ses amis. Sa dans la rue, a des idées noires, des flashs qui surgissent dans sa tête et le replongent au moindre bruit dans l'enfer afghan. Vous avez dû tuer des hommes pour vous sauver? Ça
comme n'importe quel militaire, on est confronté des fois à faire ça, oui. C'est des images qui nous reviennent quotidiennement à la figure et qui nous... Sauf que cette fois-ci, on n'a plus rien pour se défendre. On n'a rien. À part un médicament pour nous calmer et... Voilà, c'est super. Les anxiolytiques, le seul moyen de se contrôler. Aujourd'hui, Abel vit à Marseille, touche une pension d'invalidité. Comme lui, plusieurs centaines de soldats rentrés d'Afghanistan seraient victimes du stress post-traumatique. À Belfort, au 35e régiment d'infanterie, nous retrouvons Aurélie avec son bébé Mathis. Madame Da Silva. Bonjour, Guidon Duchet. Enchanté. Jean-Chef Iglesias, le président des sous-officiers. Enchanté. Je vous en prie. Merci. Elle est accueillie en grande pompe dans les bureaux de l'état-major Ça va. pour une rencontre avec les autres familles des militaires en poste à Kaboul. Champagne, petit four, uniforme d'apparat. Les officiers sont aux petits soins avec les épouses et les mères de soldats. C'est la deuxième mission. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. N'hésitez pas. Ok. Pas de soucis. Une façon pour l'armée de maintenir le lien avec les familles restées sur place et par ricochet, de préserver le moral des troupes. En lien direct, la ville est parfaitement contrôlée par les forces de sécurité afghanes. Après un briefing d'une précision très militaire, voici le moment tant attendu par Aurélie et ses copines. Oh, regarde mon cœur, il y a papa. Des photos de leurs hommes, sélectionnés avec soin par l'armée. Ambiance festive lors de la soirée de Noël. Pause décontractée pendant les séances de tir. De quoi rassurer les épouses et les aider à patienter. Si tout se passe bien, elles reverront leur conjoint dans 2 mois. Voilà pour ce reportage de Samuel Humez avec des images de Caroline Robillard et de Guillaume Beaufils. Alors bien sûr, on est toujours ici à Percy avec vous, Sylvain Favière. Vous êtes un ancien infirmier militaire. Vous n'êtes plus militaire, vous avez gardé la coupe, mais vous n'êtes plus militaire. Non, je suis dans le civil maintenant, depuis l'été 2011. Comme infirmier. Comme infirmier. Alors vous avez écrit Ma blessure de guerre invisible chez Espricom, où vous racontez en fait ce fameux syndrome de stress post-traumatique que vous avez subi après l'Afghanistan. Voilà, c'est ça. Depuis mon retour d'Afghanistan, des symptômes sont apparus et j'en parle dans ce témoignage. Alors, vous arrivez en Afghanistan, vous êtes infirmier, en fait vous allez être versé sur une unité qui s'occupe à encadrer l'armée afghane. C'est quoi le premier contact avec l'Afghanistan quand on arrive? C'est un paysage, c'est des soldats afghans qu'on ne connaît pas et c'est aussi une pression d'être sur un territoire en conflit. Ça veut dire quoi? Une hostilité permanente, une pression permanente? Voilà, c'est ça, c'est une hostilité permanente, des attaques, des menaces psychologiques et physiques par des tirs, des roquettes et des mines qu'on appelait les IED. Et c'est en permanence sur le territoire. Et entre vous, qu'est-ce que vous racontez justement sur cette pression du quotidien, entre soldats, le soir ou... Eh bien, on en discute. Quand la journée est passée, on est bien content, sur un convoi notamment. Mais pendant le convoi, je me rappelle avoir discuté avec mon camarade, avec qui on est en surveillance sur le véhicule blindé, en se disant, mais aujourd'hui, c'est peut-être pour nous. Et le soir, quand c'est passé, on est bien content, c'est terminé. Mais on discute de ça entre nous. On choisit même parfois la manière dont on aurait souhaité mourir si nous avions dû mourir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que on sait que la menace d'une mine fait des dégâts, des blessés lourds, et on se dit en espérant que si ça nous arrive, ça nous arrive de manière brutale et soudaine et pas dans des souffrances atroces. Et comment on gère cette pression? Parce qu'on a sa pression à soi, puis on a celle de ses proches, de sa femme, de ses enfants. Comment on gère ça? Comment, avant de partir, comment quand on est loin, on leur parle de ce qu'on vit? Quand vous avez votre épouse au téléphone, vous ne pouvez pas lui dire que vous avez essuyé un accrochage, vous ne pouvez pas lui dire que vous êtes allé identifier des cadavres, vous ne pouvez pas lui dire que vous recevez des roquettes la nuit sur votre campement. Donc le dialogue est assez fermé et c'est assez frustrant pour moi, ça c'est certain, mais c'était aussi frustrant pour l'épouse. Alors cette blessure invisible, justement, quand on rentre, parce que vous
tant que vous êtes sur le terrain, à faire la guerre, si je puis dire, tout va bien, entre guillemets. Mais c'est quand vous rentrez que là, ça s'effondre. Voilà. Tant qu'on est sur place, il y a une pression permanente, mais une pression positive qui vous entraîne à poursuivre la mission. Et quand on rentre, quelques semaines à quelques mois après, notamment pour moi, c'est ce qui s'est passé, eh bien, il y a une espèce de lassitude, une espèce de fatigue qui s'installe, et la pression est retombée, et on se trouve un petit peu différent. Ce syndrome post-traumatique, alors il s'est manifesté comment? Quand est-ce que vous avez dit il y a quelque chose qui ne va pas? Ben, c'est mon épouse qui a tiré la sonnette d'alarme et qui m'a dit Sylvain, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu fasses quelque chose parce qu'on va droit au clash. Parce qu'il se passait quoi? Vous étiez comment? J'étais très irritable à la maison, pour rien du tout. Je m'emportais dans des violents accès de colère. Très rapidement, j'ai vu apparaître des pleurs. Je pleurais pour des scènes tristes, mais aussi des scènes joyeuses. Mais ça me submergeait assez souvent. Sans pouvoir le réprimer? Sans pouvoir le réprimer, sans pouvoir le contrôler. Ça me demandait un effort surhumain. Je ne rêvais que de l'Afghanistan. Tous mes songes étaient essentiellement centrés sur l'Afghanistan. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais changé, que j'étais plus pareil. Et donc, j'ai appelé un de mes camarades pour lui demander un peu d'aide de son côté. Je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et c'est là que j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès de mon médecin traitant des armées. Et là, vous êtes pris en charge? L'armée prend en charge assez bien ces choses-là? Rapidement, ils ont mis une structure pour moi, pour que je puisse me rendre à l'hôpital psychiatrique à Robert-Picquet à Bordeaux. Et j'avais des consultations auprès d'un médecin psychiatre pendant 2 ans. Mais écrire ce livre, Ma blessure de guerre, c'est une façon aussi de quoi? De penser à ceux qui sont là-bas, de penser ou au Mali, de ces militaires qui s'engagent? Il a une double action pour moi, ce livre. La première, c'est vraiment tourner la page sur ce que j'ai vécu, sur ce stress post-traumatique. Et la deuxième chose, c'est je voulais vraiment ouvrir le dialogue pour aider les gens qui connaissent pas les symptômes, comme moi-même j'avais du mal à les reconnaître. Donc ouvrir le dialogue pour aider ne serait-ce qu'un soldat ou qu'une épouse de militaire à se dire « oui, nous aussi, nous sommes dans cette situation-là ». S'il y avait une image que vous conserveriez de cette aventure afghane, ça serait quoi? C'est l'équipe de 6 avec qui j'étais. Qui était soudée? Soudée, oui. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici témoigner. On va aller au Vietnam, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand on parle de syndrome post-traumatique, c'est une souffrance, blessure, comme vous dites, qui a été identifiée, prise en compte relativement récemment, notamment par l'armée française. Mais aux États-Unis, on a mis en place des centres dès l'entre-deux-guerres. Et évidemment, il y a eu le drame du Vietnam, 3 millions de soldats engagés, 700 000 souffrant de ce qu'on appelait à l'époque le syndrome du post-Vietnam. Et aujourd'hui encore, dans ces centres-là, il y en a une trentaine aux États-Unis, eh bien, se trouvent des anciens du Vietnam qui sont en proie à leurs fantômes. Nous avons pu tourner dans l'un de ces centres, dans le Connecticut. C'est Romain Boutilly, Mathieu Birden et Vincent Gobert qui nous font partager le quotidien de ces anciens. Quelque part au fin fond du Connecticut, un endroit perdu. Un bâtiment sinistre aux allures de pénitencier, où survivent des fantômes d'une autre époque. Dans ce couloir vit une partie des rescapés du Vietnam. Ceux que la guerre a brisés, à leur en faire perdre la tête. Robin a 62 ans, 20 ans qu'il vit ici. Ça vous fait du bien de jouer au piano? Ça m'aide un peu à faire passer les journées, quoi. Vous oubliez le stress, les mauvais souvenirs, tout ça? Ah non, ça partira pas. Aujourd'hui encore, le Vietnam hante ses anciens soldats, revenus au pays conspués par leurs compatriotes. Oh, ils nous détestaient, ouais. Ils s'acharnaient sur nous. Une vraie cabale. Vous avez été insulté? Oh ouais. Pourquoi? Parce qu'on était des vétérans du Vietnam. Ils disaient qu'on avait tué des hommes, des femmes, des innocents. On nous appelait les tueurs d'enfants. 40 ans après leur séjour au bout de l'enfer, tous ici sont restés comme prisonniers du passé. Bonjour. Qu'est-ce que vous regardez? Ça, c'est Platoon. Quand je regarde ça,
Ça me ramène là-bas. Quand j'avais 18 ans. À cette époque, ma vie c'était ça. Ils ont fait le Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, l'Irak ou l'Afghanistan. Dans ce centre, 400 vétérans réapprennent à vivre normalement. Rocky Hill, un des 25 foyers du pays pour anciens combattants. L'État les aide à réparer leur corps cabossé par les combats. Ou à se maintenir en vie, tout simplement. Ici, on soigne les traumatismes des soldats par tous les moyens. Groupe de parole, réinsertion par le travail. Comment la première armée du monde assure-t-elle ce service après-guerre? Nous avons passé une semaine avec Louis, l'ex-sergent de la guerre du Golfe, Tara, de retour d'Afghanistan, et Robin, l'ancien Marines du Vietnam. Comme tous ici, il a rangé ses souvenirs de guerre au fond d'un placard. Ça, c'est ma Purple Heart pour les soldats blessés. Vous êtes fier de cette médaille? Franchement, pas vraiment. Les gens disent que je devrais l'être, mais moi, j'y arrive pas. Pas fier de cette guerre qui lui a volé sa jeunesse. Lui, l'ancien fan des Stones, envoyé à 18 ans au Vietnam. 8 mois à se battre contre l'ennemi communiste, les Viet Cong cachés dans la jungle. En tout, 60 000 GIs ont perdu la vie dans ce bourbier. Robin, ou l'histoire d'une génération sacrifiée, rentrée au pays après une guerre perdue et impopulaire. Ces combats ont marqué Robin à vie, jusque dans sa chair. Chaque matin, il vient à l'infirmerie faire changer ses bandages. Comment ça va ce matin? Bonjour, ça va? Au Vietnam, ces deux jambes ont été entièrement brûlées par l'explosion d'une bombe chimique, l'agent orange. Bon alors, on commence par laquelle? Celle-là. J'ai été exposé à ce produit. Un matin, les hélicoptères arrosaient partout au-dessus de nous. J'en ai reçu plein sur moi. Ça m'a réveillé. Et les gens criaient « Mets ton masque, Robin ! Mets ton masque !» Et c'était trop tard, j'en avais inhalé. Et une fois que tu l'as respiré, tu le gardes pour toute ta vie. Il y en a des histoires comme ça. Vous savez, beaucoup de films sont très proches de la vie de tous ces gars-là. Merci, Constance. Mais le plus dur pour Robin, ce sont les blessures invisibles. Celles cachées sous son bonnet. Depuis 20 ans, Robin vit sous traitement. Il souffre de stress post-traumatique. Après le Vietnam, il a tenté pendant 10 ans de reconstruire une vie normale à la maison. Mais la guerre a fini par le rattraper. Robin perd son boulot de postier, divorce et frappe à la porte du centre. Il vit ici depuis 20 ans. Sa famille le prend pour un fou. Ils appellent ça le syndrome du coucou. Vous voyez, comme si ça tournait pas rond là-haut. Mais j'aime pas ça. J'ai des problèmes, c'est vrai, mais je ne suis pas un attardé mental. Je ne suis pas un attardé mental. Et ça a affecté mon mariage. Ça a affecté mon travail. J'aurais pu être tellement heureux. Ici, je me sens coupé du monde. J'aime pas ça. Au foyer de Rocky Hill, le deuxième plus grand du pays, 9 vétérans sur 10 ont fait le Vietnam. Ils payent seulement 150 € par mois pour être soignés, nourris, logés, à l'abri du monde extérieur. Vous vous sentez plus proche des gars ici que de votre propre famille? Peut-être que ta famille a honte de toi, non? Ouais, je crois que ma famille a honte que je sois dans cette situation. Quand je suis avec mes amis dehors, j'ai l'impression qu'ils me jugent. Quand je suis ici avec ces gars, ils me jugent pas. Pour la plupart, ils resteront ici jusqu'à la fin de leur vie. Mais d'autres n'y passeront que quelques années. Louis Anderson, lui, a fait la guerre du Golfe. 1991, l'Amérique déclare la guerre à l'Irak de Saddam Hussein, qui vient d'envahir le Koweït. C'est l'opération Tempête du désert.
Pour son premier conflit, Luis est propulsé sergent-chef. Durant 8 mois, il mène cette guerre que le gouvernement Bush dépeint comme propre, à grand renfort de frappes chirurgicales. Mais si Luis est ici, c'est parce qu'il a été un des rares témoins d'une face cachée de cette guerre. Beaucoup moins propre. En fait, une de mes responsabilités, lorsqu'on était là-bas en guerre, ça a été de prendre plein de photos. Mais mon psychologue dit que je ne dois pas les regarder. Sinon, mes souvenirs vont remonter à la surface. Et ça va pas m'aider. Du coup, il faudra peut-être que je prenne des médicaments. Aujourd'hui, il essaye de garder à distance toutes ces photos qu'il a prises pour l'armée américaine et qu'il voudrait oublier. Voilà, ce sont des documents classés secret défense. Vous voulez pas les regarder? J'essaie d'éviter, oui. C'est des Irakiens? Oui, des Irakiens. Des photos de cadavres prises quelques minutes après les bombardements américains. Cette mission secrète de renseignement l'a traumatisé à vie. Ça, c'est ce qui tourne dans ma tête, en boucle. Et à cause de ça, je suis tombé dans l'alcool. Pour oublier, mais c'est impossible. Peu à peu, l'alcool l'a éloigné de sa vie de famille, sa femme et ses 2 enfants. 6 ans après son retour, Luis aussi divorce et devient chômeur. Une descente aux enfers jusqu'à ce que Luis décide de se soigner, ici, à Rocky Hill. Vous allez où là? À une réunion. C'est quoi? Les alcooliques anonymes. 5 fois par semaine, le centre organise des thérapies de groupe. Ce soir-là, une jeune vétéran de l'US Air Force est venue témoigner. Le pire quand on demande de l'aide en tant qu'alcoolique, c'est qu'on porte un uniforme. Parce que les gens te regardent en disant « Regarde cette fille, elle protège notre pays ». Moi, j'avais envie de disparaître, de me faire toute petite. Luis est arrivé à Rocky Hill il y a 6 mois. Et depuis, il est sobre. Ça vous arrive encore de penser à l'alcool? Non. Parce que quand je repense à l'alcool, je me force à venir à cette réunion. Si je venais pas, je replongerais. Et ce serait une spirale infernale. Ces problèmes d'addiction sous contrôle, Luis peut donc passer à la seconde étape du programme. Préparer sa réinsertion. Lendemain matin, à peine 8 heures, l'ancien sergent est déjà sur le pont. 40 heures par semaine, il travaille à la cantine du centre comme apprenti cuisinier. Quand les gars viennent avec nous ici, ça leur permet de remettre un pied progressivement, tout doucement, dans la société. Rompre l'isolement, communiquer avec les autres, c'est aussi ça l'objectif. Le centre le paye 1 200 $ par mois pour ce petit boulot. Ici, les grades de l'armée ne comptent plus. Pas de traitement de faveur. C'est pas un peu bizarre pour vous de faire ça? Laver le sol comme ça? Après avoir été sergent-chef? Oui. Mais bon, ça fait partie du boulot. Mais Luis n'est pas encore tiré d'affaire. Il va rester ici encore 1 an et demi pour terminer sa cure. Dans ce foyer, on vit au rythme des guerres. Ces derniers mois, la nouvelle génération, tout juste rentrée du front, débarque, avec son lot de traumatismes. Comme Tara, 33 ans, elle revient d'Afghanistan après 1 an en Irak. En 2004, cette jeune maman est expédiée sur le front irakien, au cœur de la bataille de Falloujah. Sa mission? Conduire les véhicules de patrouille et éviter le principal danger, les bombes artisanales des insurgés. Aujourd'hui, au volant de sa voiture, elle semble encore à l'affût du danger. Comme si ce sentiment d'insécurité l'avait jamais quittée. J'ai dit à mon docteur que j'étais parano. Il a dit que c'était normal. En fait, j'ai l'impression qu'on m'observe, qu'on me suit.
Parce que dans l'armée, en théorie, il faut toujours surveiller tes arrières et t'assurer que tes soldats soient en sécurité, qu'ils soient OK. Depuis son retour, c'est sur ses 4 enfants qu'elle veille. Mais lorsqu'elle va chercher le petit Dominique à l'école, Tara ne s'éternise pas. Tous les jours, elle a des crises de panique. Tara a peur de la foule. N'importe quelle maman aime passer du temps avec d'autres mamans, organiser un anniversaire, aller à des fêtes. Moi non. Je sais pas, moi je suis devenue solitaire. J'aime pas être en groupe, avec plein de gens. Le soir, lorsqu'elle rentre chez elle, Tara ne vit pas dans le centre avec le reste des vétérans. Là-bas, ça c'est Rocky Hill. Juste là. Et nous, notre maison est de l'autre côté de la route. Le centre de Rocky Hill a adapté son programme d'aide pour cette jeune maman. Pour qu'elle se réhabitue à vivre dans la vie de tous les jours, elle loue une grande maison au foyer. Pour seulement 200 €, 3 chambres, meublées. L'Amérique prend soin de ses vétérans comme nulle part ailleurs. Je me sens très chanceuse en fait. Mes enfants ont un lit, un toit sur leur tête, un endroit chaud et on a de la nourriture sur la table. Parce que vous aviez peur de devenir sans abri? On allait devenir sans abri. On allait le devenir. Et c'est une idée effrayante. Dans quelques jours, avec l'aide du foyer, Tara cherchera un nouveau travail. Elle aimerait trouver un poste d'assistante, au calme, dans un bureau. Un peu plus tard, l'autre côté de la route, nous retrouvons ceux du Vietnam. Comme tous les soirs, un étrange manège. Un chassé-croisé de zombies. Kenny, le surveillant, les connaît tous depuis des années. 21h, il commence sa ronde et prend soin des pensionnaires angoissés par la nuit. Comme Robin, notre vétéran du Vietnam. Putain, je fais des cauchemars complètement fous. Au milieu des combats, dans le feu. Ouais, c'est la pleine lune des vétérans. Ici, beaucoup de gars sont vraiment différents la nuit. Leur humeur change du tout au tout. Depuis 15 ans, Kenny, vétéran lui-même, veille sur le sommeil agité des vieux soldats. Et parfois, il est témoin de leur délire nocturne. Des fois, quand je fais ma ronde, certains gars sont là, dans le coin de la douche. Ils tremblent. Ils sont comme terrorisés. Et puis ce rideau. Regarde. Si tu viens ici et que ce rideau est fermé, tu ferais mieux de regarder. Parce qu'un mec peut être là, en train de se foutre en l'air. Et ça arrive. C'est triste, mais c'est la réalité. Le suicide pour en finir avec les cauchemars. Kenny y a été confronté une dizaine de fois déjà. C'est fou. Et c'est tellement triste. Chaque jour aux États-Unis, 22 vétérans mettent fin à leur jour. En 2012, il y a eu plus de suicides d'anciens soldats que de morts au combat. Voilà pour ce reportage de Romain Boutilly et de Mathieu Birden. Et on est bien sûr toujours ici à l'hôpital Percy Clamart avec vous, professeur Patrick Clairvaux. On est dans une salle de rééducation. Vous êtes professeur en psychiatrie à Toulon. Vous êtes médecin militaire général, c'est votre rang si je puis dire. Et puis enseignant en psychiatrie, puisque vous êtes titulaire de la chaire de psychiatrie à l'hôpital du Val-de-Grâce. Vous connaissez parfaitement tous ces sujets, et notamment ce fameux syndrome, et vous avez écrit votre dernier livre, c'était 10 semaines à Kaboul, chronique d'un médecin militaire, parce que ce stress
post-traumatique, on va en parler. Je voudrais donner 2-3 chiffres quand même. En Afghanistan, par exemple, depuis 11 ans, depuis 11 ans que la guerre est en cours et que la France y est engagée, il y a eu 88 morts, il y a eu environ 700 blessés, dont 400 victimes de ce fameux stress post-traumatique. Alors c'est beaucoup, 400 victimes, mais c'est beaucoup moins que les autres troupes des autres pays. Par exemple, en Angleterre, c'est 5% des engagés qui souffrent de ce syndrome. Au Canada, 17%. Aux États-Unis, 20%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les Français, on est beaucoup plus résistants au stress du terrain, ou est-ce que ça veut dire qu'on le sous-traite, qu'on le sous-estime, qu'on le mésestime, qu'on le cache? Ou qu'on ne le sait pas encore. Alors, la particularité, c'est que c'est un déclenchement à retardement. Tant que vous êtes dans votre milieu, que vous pensez Milly, que vous vous préparez Milly, les blessures psychiques que vous avez n'apparaissent pas. Et très souvent, c'est quand il y a un changement dans votre vie, la retraite, la mutation, et c'est à ce moment-là, quand vous quittez ce milieu qui vous a quand même un peu comme colmaté, contenu, c'est à ce moment-là que se révèlent ces manifestations. Donc il y aura encore des anciens combattants pour lesquels pourront se révéler ces états. Qu'est-ce qui déclenche ce stress-là? Ça, c'est imprévisible. Je vois des gens qui me disent, pendant 1 an et demi, je n'ai rien eu. Je pensais que j'avais traversé ça sans aucun problème. Et puis tout d'un coup, le cauchemar, ce qu'on appelle l'ecnésie, c'est-à-dire que tout d'un coup, son état d'éveil est suspendu, et alors qu'il ne dort pas, il revit à l'identique, son corps tremble, son cœur s'accélère, il revit à l'identique l'expérience de stress très intense qu'il a pu subir. À quoi c'est dû, on ne sait pas forcément. On ne sait pas pourquoi ça revient, on ne sait pas pourquoi cette blessure se réveille. Vous parlez d'une blessure, vous dites c'est pas une maladie, c'est pas une psychose, c'est pas une maladie, c'est une blessure. Alors on ne sait pas quand on la contracte et on ne sait pas quand elle se rouvre. Absolument. Moi, j'emploie souvent le terme d'éclipse. Elle apparaît, elle disparaît, on se voit, on ne voit pas. Pourquoi? Les dates anniversaires sont très très fortes. Les gens vous diront toujours, dès que j'arrive dans la semaine qui est l'anniversaire de la date où j'ai eu mon accident, mon attentat, ma catastrophe, mon acte de guerre, je ne suis pas bien. Le stress exerce au niveau du cerveau des contraintes très particulières qui vont esquinter, si ce stress est trop prolongé, trop intense, qui vont esquinter des structures cérébrales qui sont apparentées à la mémoire, accolées à la mémoire. Et finalement, ces blessures traumatiques, ces blessures invisibles, ce sont des blessures de la mémoire, voilà, qui vont provoquer un état anxieux qui apparaît, qui disparaît. Comment on en sort de ça? Comment on guérit ça? On voit ces soldats américains du Vietnam qui, des années plus tard, n'en sortent pas. Est-ce qu'on guérit? Alors, oui, d'abord, oui, on guérit. Mais premièrement, il faut prendre ces troubles le plus précocement possible. Il faut éviter que s'installent des phénomènes secondaires, et notamment l'utilisation de substances qui vont enlever cette anxiété. Ce sont les médicaments, mais il y a une substance les médicaments qu'on donne encore, voilà, on l'a vu dans un autre sujet. Mais par exemple, il y a beaucoup le recours à l'alcool, et les gens disent petit à petit, involontairement, je suis devenu dépendant à l'alcool parce que j'étais obligé de boire pour ne plus faire de cauchemars. Et donc, vous dites pas de drogue, vous dites de la thérapie, du dialogue, de la parole, mais pas de drogue. Si on peut éviter, c'est mieux. Bien sûr qu'il faut des drogues pour soulager un état anxieux. On a vu dans le reportage que vous avez montré que des vétérans ont fait des conduites suicidaires. Je donne un chiffre. La guerre des Malouines, l'opération terrestre, a duré 3 semaines, a fait à peu près 214 morts. Aujourd'hui, on a compté 270 vétérans morts par suicide. Il est mort plus de vétérans par suicide qu'il n'est tombé sur le terrain. En Angleterre, avec la guerre des Malouines, et aux États-Unis, vous me disiez, un quart, je crois, des suicides aujourd'hui aux États-Unis concernent des vétérans. D'une des guerres américaines qui ont beaucoup fait la guerre. Et donc, ce suicide-là, c'est les gens qui sont excédés de cet état anxieux, de ces dépressions et de ce très long parcours. C'est un parcours de déshérence, de rupture, ce que j'appelais le syndrome de Lazare. C'est 10 ans, c'est 20 ans de d'effilochement de la vie sociale. Et donc, plus on les prend en charge tôt, mieux c'est. C'est pour ça qu'il y a une information qui est donnée dès avant la mission, pendant la mission. Et pour vous parler des mesures les plus récentes, on a mis en place très récemment, dès janvier, un numéro vert où les familles et les patients peuvent appeler pour savoir où être orientés en cas de manifestation liée à une blessure invisible. Merci, professeur. Merci beaucoup. Alors, on va parler des soldats de l'ombre, des gens des services, en l'occurrence de la DGSE. Et là, eux, peuvent aller jusqu'au sacrifice ultime, peuvent
donné leur vie, mais ils restent anonymes dans la mort comme dans leur mission. Et je ne sais pas si c'est encore plus dur de supporter des traumatismes et ce genre de traumatisme psychiatrique ou psychologique quand on ne peut pas dire qu'on est en mission, quand on ne peut pas l'échanger, le partager avec les siens. En tout cas, pour la première fois, deux d'entre eux ont voulu parler pour raconter ce que cela signifie. Denis Alex a été, vous le savez, pris en otage. Deux hommes de la DGSE sont morts en voulant le libérer. Eh bien, c'est à l'occasion et la suite de cette opération qui a malheureusement mal tourné que les gens de la DGSE ont voulu parler. Olivier Sibyl, José Boulestex et Gaël Liabeuf sont donc allés les rencontrer. Au revoir. Ce 24 janvier, à Perpignan, l'armée rend hommage à un soldat de l'ombre. Le capitaine Patrice Reboux avait 38 ans. Il laisse derrière lui une compagne et un fils de 6 mois. Il y a 4 ans, il s'était engagé dans les services secrets. Dans sa famille, parmi ses amis, très peu étaient au courant de ses activités. On ne parlait pas, non. On ne sait rien, complètement rien. C'est discret. Même ses obsèques auraient dû se dérouler loin des regards. Mais un homme a brisé le silence. François Kahn, général à la retraite, avait eu Patrice Reboux sous ses ordres dans un autre régiment. Beaucoup d'agents sont morts anonymement, dont on ne saura jamais, et sans honneur, sans rien. C'est la contrepartie très ingrate de ces gens qui se dévouent pour la patrie et qu'on oublie rapidement. Patrice Reboux était parti quelques jours plus tôt, en Somalie. Une mission à haut risque, tenter de sauver Denis Alex, un autre agent secret, otage depuis 3 ans des milices islamistes. Je suis toujours en vie, mais jusqu'à quand? Cela dépendra de vous. Le 12 janvier, l'assaut est donné à 3 h du matin. Mais le commando d'une 50aine d'hommes est vite repéré. Aux côtés de Patrice Reboux, 2 agents sont tués. Cette opération n'a pas pu aboutir, malgré le sacrifice de 2 de nos soldats. Et sans doute, l'assassinat de notre otage. Mais au plus haut niveau, aucune information ne filtre sur ces agents de l'ombre. Ni leur vrai nom, ni leur âge, ni leur grade. Seul hommage de la nation, une cérémonie à huis clos dans une caserne de Perpignan. Derrière un double barrage de police, la presse, les curieux, même les élus locaux sont tenus à l'écart. Autour des familles et du président de la République, seuls quelques dizaines d'invités, cachés dans des bus, aux rideaux tirés. Pourquoi un tel secret? Qui sont ces soldats prêts à mourir pour la patrie, dans l'anonymat? Tous 3 étaient affectés à Perpignan, dans cette ancienne citadelle, le centre parachutiste d'instruction spécialisée, longtemps nommé le 11e choc. Une unité du service action de la DGSE, les services secrets français. Des centaines d'agents, presque invisibles, et dans les collines autour de la ville, sur des centaines d'hectares interdits au public, voici leur terrain d'entraînement. C'est ici qu'un ancien espion a accepté de nous rencontrer, à visage découvert. Gilles Maréchal a dirigé les opérations du service action de la DGSE jusqu'en 2008. Le terrain que j'ai pratiqué. Il connaissait très bien Denis Alex. Secret défense oblige, il ne peut pas nous en parler, ni révéler sa véritable identité. Pourtant, il l'a côtoyé pendant des années. Comme tous les agents, Denis Alex avait suivi ici une formation très dure. Pour travailler la rusticité, on apprend aux gens à dormir dehors, mais en étant complètement camouflé. Donc vous voyez aujourd'hui, il fait très froid. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on va rester à l'intérieur. Vous avez peut-être des gens qui sont en train de s'entraîner quelque part dans la nature, on ne sait pas où, et qui vont dormir là ce soir, même s'il neige et même s'il pleut. Autour de nous dans la nature, il y en a peut-être là qui sont à l'entraînement là? Peut-être, je sais pas. Vous n'aurez qu'à aller fouiller les buissons et peut-être que vous les trouverez. Objectif, pouvoir passer inaperçu sur tous les terrains. Dans le désert, dans l'eau,
ou dans la jungle. Mais surtout être capable de vivre dans la clandestinité, sous une fausse identité. Quand on les recrute, il y a des batteries de tests qui sont assez importantes. Si vous voulez faire ressortir les qualités, le caractère de quelqu'un, déjà vous le mettez en situation de fatigue extrême. Vous ne le faites pas dormir pendant 3 jours, vous le sollicitez, au bout de 3 jours, vous allez voir s'il craque ou pas. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'artifices pour attaquer le physique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la force mentale. Des profils hors du commun pour des opérations hautement sensibles. Collecte d'informations, exfiltration d'otages, voire élimination d'individus jugés dangereux. Des missions toujours inconnues du grand public, sauf quand elles tournent mal, comme en Somalie le mois dernier pour libérer Denis Alex. En 50 ans, jamais la DGSE n'avait perdu autant d'hommes au cours d'une opération. Mais Gilles Maréchal n'accepte pas que la presse ait présenté l'opération comme un fiasco. Selon lui, elle a été préparée minutieusement pendant des mois. On n'agit pas à la légère sur une opération comme ça. Vous devez avoir une connaissance parfaite de l'ennemi. Combien ils sont, quel est leur dispositif, quel est leur type d'arme, est-ce qu'ils peuvent combattre la nuit, est-ce qu'ils ont des appareils de vision nocturne. Vous devez prendre en compte la population. Est-ce que la population est hostile aux terroristes, comme c'est aujourd'hui le cas au Mali, ou est-ce que la population est favorable aux terroristes? Pour se repérer sur place, les agents se seraient même entraînés sur des maquettes de la maison, grandeur nature, exactement comme lors de cet exercice des forces spéciales. Pour eux, partir sauver leurs camarades était un devoir, même au prix de leur vie. Les agents de la DGSE savent que c'est un engagement total, qu'il va y avoir beaucoup de contraintes, qu'ils vont travailler dans l'anonymat, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire ne sera pas connu du grand public, et qu'ils doivent aller jusqu'au bout dans l'intérêt suprême de la nation. En revanche, parfois, c'est vrai qu'on part en opération et on se dit c'est dangereux, est-ce que je vais revenir? Et c'est vrai que sur les missions qui étaient très compliquées auxquelles j'ai participé, j'avais l'habitude de laisser une lettre à un de mes proches qui avait pour consigne de ne l'ouvrir qu'en cas de problème grave. Voilà. Mais parfois, ce secret est un peu trop lourd à porter. Thierry Jouan, lui aussi, a passé 13 ans dans les services secrets. Messieurs, dans quelques instants, Intercité entrera en garde de Vichy, De cette expérience, il a tiré un livre. Cet après-midi, il vient à Vichy le présenter devant une 60aine de lecteurs. Un livre qui est pour lui une thérapie. Les éditeurs m'ont appelé. J'ai jamais eu le courage d'aller voir un psychologue. J'ai tout gardé en moi, tout là-dedans. Mais il fallait bien à un moment donné que ça sorte, parce que quand je dis des cauchemars, c'était vraiment des cauchemars. Dans cet ouvrage, Thierry Jouan ne dévoile aucun détail confidentiel sur ses missions. Il parle surtout de ses états d'âme. Mais depuis quelques semaines, il est très critiqué par certains de ses anciens camarades. On ne doit pas parler. J'ai parlé, mais j'ai parlé raisonnablement. J'ai juste voulu donner l'aspect humain d'une famille, d'un homme avec sa femme et ses enfants. Voilà. J'ai pas voulu en dire plus. Et même ça, il y en a qui pensent qu'on ne doit pas le dire. Même ça, on ne doit pas en parler. Ce livre, Thierry Jouan l'a surtout écrit pour sa famille. Après avoir beaucoup hésité, il a accepté de nous accueillir chez lui, à Monaco. Bienvenue chez moi. Un peu crispé, car aujourd'hui encore, il ne peut pas tout dire. Toujours à cause du secret défense. Et mon fils, Arnaud. Bonjour. Pendant 13 ans, sa femme et ses enfants ont vécu dans le brouillard. Dans l'entrée de l'appartement, il entassait des souvenirs de mission, anodins, mais en apparence seulement. Et chaque petit objet ici représente quelque chose pour ma mémoire, pour mes souvenirs, mais j'ai fait attention qu'il ne puisse pas refléter un lieu précis. Il est très attaché à l'un d'entre eux, mais sa famille n'a jamais su pourquoi. Mais c'est un crocodile qui, pour moi, a énormément de valeur parce qu'il représente, je dirais, la commémoration de souvenirs très douloureux pour moi. Moi, il me plaisait pas, j'aime pas, c'est pas le style et tout. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce crocodile?
Et il m'a dit, ne me le touche pas, c'est un souvenir. Et ah ouais, non, c'était des questions sans cesse que je me disais, mais pourquoi il veut garder ça, quoi? Oui. Père absent, Thierry Jouan ne voyait ses enfants que pendant les vacances. Là, je suis un bébé, là aussi. Chaque fois que je rentrais, hop, voilà, on avait tous les week-ends. Voilà. Celle-là. On essayait de partir... Ça, c'est au Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est toute l'époque où j'ai raté l'enfance des enfants. Quand il partait en mission, il laissait parfois sa famille sans aucune nouvelle, pendant des mois. Il n'avait pas le droit de me téléphoner. Et je n'avais pas le droit de l'appeler. Et je ne cherchais même pas à savoir, parce que c'était une règle. C'était une règle, donc il part. Voilà, je préparais la valise. Il me disait toujours, bah écoute, prévois pour à peu près, je vous dis, par exemple, il me dit, je prévois pour à peu près un mois, des vêtements légers, ça supposait qu'il allait dans un pays chaud. Il ne pouvait dire ni où il allait, ni ce qu'il faisait. Comme il voyageait sous une fausse identité, il ne pouvait même pas garder avec lui une photo de ses enfants. Ce qui est le plus dur, c'est surtout de ne rien avoir de sa famille. Voilà, c'est tout. Quand vous partez 2 semaines, bon, aucun souci. Mais quand vous partez 6, 7, 8 mois... n'avoir rien sur votre famille, tout est dans la tête. Pour être toujours disponible quand il rentrait, sa femme, professeure d'économie, a dû arrêter de travailler. Son fils Arnaud, lui, n'a jamais rien soupçonné. Pour moi, papa, c'était un militaire. Donc je n'avais aucune idée de tout ça. J'ai pris connaissance de tout ça en lisant le livre. Ça a été un choc. Il n'y a pas tout le monde qui a son papa qui est agent secret. Et puis ça, pour moi, ça a résolu énormément de questions que j'avais. Pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il a été absent? Donc comme je disais, bien que j'ai pas les notions du temps, je sais très bien je sais quand même qu'il n'a pas été là. Parce que le premier repère, c'était pas papa, c'était maman. Comme tous les petits garçons qui disent, ouais, mon papa, il va te casser la figure. Non, je le disais même pas. Aujourd'hui, Thierry Jouan espère profiter de sa retraite en famille. Mais d'autres n'arrivent jamais vraiment à décrocher. Nous retrouvons Gilles Maréchal en région parisienne. Vous êtes au siège du groupe Galis, donc on va faire un petit tour vite fait. Depuis 4 ans, il s'est reconverti dans la sécurité privée. Donc, Julie, qui est l'assistante de direction du groupe, qui est une ancienne du service Action. Bruno, qui est aussi un ancien du service Action. Sur 40 collaborateurs, une quinzaine d'anciens des services secrets. C'est des gens qu'on connaît, on connaît leurs capacités, on sait comment ils travaillent, on a confiance en eux. On a aussi beaucoup d'anciens du GIGN, quelques commandos marines. Ses clients, des grandes entreprises du CAC 40. Il escorte leurs salariés sur les terrains à risque. Mais il les protège aussi de l'espionnage industriel, avec des techniques proches de celles de la DGSE. Aujourd'hui, l'ancien espion fait du contre-espionnage. Scanner de fréquence radio pour détecter des micros dans une pièce. Endoscope. Voilà, une caméra, un écran déporté, et avec ça, eh bien, on va pouvoir aller regarder dans les coins, par exemple. Caméra télescopique pour inspecter les faux plafonds. Et détecteur de métaux ultra sensible. A priori, on a trouvé quelque chose. Un micro auto-alimenté. À 50 ans passés, fini l'émission à haut risque, Gilles Maréchal découvre une autre vie. Le plus important, le plus surprenant pour moi, c'est le temps. Voilà, j'ai appris ce que c'était qu'avoir du temps. Quand j'étais à la DGSE, j'avais pas de temps. Je travaillais tout le temps, le week-end, je prenais assez peu de vacances. Et quand je suis arrivé dans le privé, je me suis rendu compte que le temps avait une vraie valeur pour ceux qui travaillent beaucoup. Et pourtant, son ancienne famille n'est jamais très loin. À quelques mètres, la panthère noire, symbole du 11e choc, veille toujours sur son bureau.
Et après ce reportage de Olivier Sibyl et de José Boulez-Tex, retour ici à l'hôpital Percy à Clamart. Avec vous, Jean Guinel, vous êtes, on vous connaît, grand spécialiste des questions de défense pour Le Point, pour le Télégramme, pour différents journaux. Vous avez écrit votre dernier livre, coécrit avec d'autres. Ça s'appelle « Histoire politique des services secrets français de la Seconde Guerre mondiale à nos jours ». C'est une somme sur ces services-là. Et puis, puisqu'on parlait du colonel Thierry Jouan, je recite son livre que je vous recommande. Ça s'appelle « Une vie dans l'ombre ». Et c'est très intéressant justement sur ce qui se passe dans la tête de nos agents très spéciaux. Alors je vais reciter 2-3 chiffres sur la DGSE, sous votre contrôle. Vous me dites si je me trompe sur ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur les services de la DGSE. C'est 4747 agents et en plus 1000 agents qui sont dans ce fameux service Action qui englobe entre autres le 11e choc. C'est environ 200 morts. Entre 1945 et 2013, y compris donc Denis Alex, dont on a parlé, et les 2 camarades du 11e choc qui ont voulu essayer de le libérer, avec d'autres bien sûr. Cette liste que vous avez faite dans votre livre, et dont on va parler, sur ces morts justement, c'est vous qui l'avez faite, il n'y en a pas? Alors, il n'y a pas de liste parce que la clandestinité et l'anonymat font partie de manière structurelle de l'identité du service. C'est-à-dire que les agents ne doivent pas être identifiés ni avant ni après. Alors, c'est le point de vue du service. C'est le point de vue du service. Quand ils se sont sacrifiés pour la France, est-ce qu'il n'y a pas cette reconnaissance qu'on leur doit? Alors, la reconnaissance est secrète. C'est-à-dire les enfants des agents qui sont morts le mois dernier. Comme on l'a vu au début du reportage, avec une cérémonie, le chef de l'État est venu, etc. Mais... Le président de la République est venu, il a passé plus de 2 heures avec les familles à Perpignan. Les honneurs sont rendus, mais les noms ne sont pas donnés. Et ce sont les familles ou les camarades qui ont identifié l'un des agents tués au combat, mais pas les autres. Et les noms ne sont pas donnés, c'est leur ADN. Bon, je ne sais pas si c'est partout pareil dans tous les services secrets du monde. C'est souvent comme ça. Aux États-Unis, ils ont cependant une plaque au siège de la CIA avec des noms pour ceux qui ont été révélés et des étoiles pour ceux qui n'ont pas été révélés. Et j'ai lu aussi que le fait qu'on ait cherché à aller récupérer Denis Alex, quels que soient les risques, c'était aussi un message important qui leur a été donné. Alors ça, c'est plus qu'un message, c'est-à-dire c'est une affaire de famille. Il fallait aller rechercher leurs copains. Et ça a pris des années quand même avant de pouvoir être réalisé, mais elle revenait au service, ils en ont fait une question de principe. Et quels que soient les risques encourus, ils ont voulu la conduire. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont au Mali, ils sont en Syrie, ils sont... J'ai envie de vous dire, il faut leur demander. Oui. Oui, ils sont où ça pète. Ils sont autour de la Syrie, ils sont peut-être en Syrie, ils sont au Mali certainement. Et puis ils sont aussi dans des endroits sans doute où on les attend pas du tout. C'est-à-dire peut-être que la diplomatie française ou les services secrets ont anticipé une déstabilisation dans un pays à qui il faudrait accompagner ou être tout prêt pour se renseigner. Ils ont peut-être perçu un problème de trafic qu'il faut identifier. Ils ont peut-être décidé de libérer un opposant emprisonné quelque part et ils sont en train de le faire, mais on n'en sait rien. Vous savez, avec les services secrets français, c'est comme avec les services secrets de tous les pays du monde. On ne sait rien de ce qu'ils réussissent et on n'apprend que ce qu'ils ratent. Et la différence, si j'ai bien compris, entre les services secrets et les commandos spéciaux de l'armée, c'est que les services secrets, eux, vont agir là où la France n'a pas le droit d'aller. C'est dans l'illégalité totale. Ils vont agir en civil, ils vont agir habillés n'importe comment, avec des couvertures, et surtout, ils vont agir, s'ils ont besoin de la clandestinité, d'identité fausse, de faux passeports, de choses comme ça, c'est parce qu'ils vont agir pour que la France obtienne des résultats en n'observant ni ses lois ni celles des pays étrangers. Donc ça demande quand même des gens qui soient extrêmement doués, extrêmement formés. Et en cas de pépin, si jamais ils se font prendre, on reconnaît leur existence ou on nie complètement qu'ils fassent partie des services français? Ça dépend, j'ai envie de vous dire, ça dépend. S'ils se font prendre et qu'ils vont en prison pour 2-3 ans, on va leur envoyer des abonnements aux journaux.
et puis basta. Et puis s'ils sont pris dans une situation inextricable que les services entre eux appellent avoir les couilles dans l'étau, c'est assez précis comme formule, très imagé. Non, on va faire comme la France va faire comme il y a eu pour Denis Alex, c'est-à-dire elle va mener une opération absolument considérable, mais avec les risques que cela comporte. Merci Jean Guinel, merci beaucoup. Je vais reciter un petit peu on va parler de nos otages, puisqu'on a encore 8 otages à travers le monde. Certains ont été, il y en a 4 qui ont été enlevés au Niger, il y en a 3 qui l'ont été au Mali, 1 au Nigeria. Vous voyez maintenant leurs photos. C'est une façon de dire qu'on ne les oublie pas, évidemment. Je ne sais pas si on sait un petit peu où ils sont avec l'offensive française au Mali. De ce que j'ai comme information en ce moment, c'est que ils bougent beaucoup. Ils bougent beaucoup. Voilà. On ne sait pas où ils sont, s'ils sont encore au Mali, s'ils sont ailleurs. S'ils sont encore au Mali, c'est pas sûr. Merci de nous avoir rejoints ici à Percy, merci, enfin à Clamart, dans cet hôpital de Percy. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôpital qui nous a accueillis et à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Thomas Auro, Joël Briandet à la rédaction en chef, que ce soit Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, eh bien, on devait parler de la criminalité et recevoir Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, mais ça sera pour la semaine d'après, puisque on laisse la place à des paroles et des actes de David Pujadas, qui reçoit Marine Le Pen. Voilà, mais la soirée n'est pas finie sur France 2. Je vous laisse bien sûr avec grand public, Aïda Touiri. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.